Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les doyens, chers collègues, chers amis. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour décrire l'avenir, c'est pour le choisir. Oser l'excellence collective. Le thème qui nous rassemble, quelle ambition pour 2040, est une question qui n'est pas théorique, elle nous oblige, elle nous confronte à ce que nous voulons être collectivement, une nation qui subit l'avenir ou une nation qui le construit. Pour répondre, il nous faut accepter de regarder en face ce qui change déjà plus vite que nos institutions, plus vite que nos modèles, parfois même plus vite que nos habitudes intellectuelles. Il nous faut regarder ce qui, silencieusement, recompose la médecine. Nous sommes entrés dans une époque où la santé ne progresse plus par addition, mais par transformation. Une époque où l'innovation n'est plus l'exception, mais la cadence du réel. Une époque où la médecine n'assemble plus des disciplines séparées, mais les fusionne. Il n'est donc plus temps de s'adapter au changement, il faut le précéder. Dans la médecine d'aujourd'hui, le progrès ne se contente pas d'avancer, il accélère. Il y a moins de 2 siècles, la biologie était une science descriptive. En 1865, Mendel, dans son monastère de Bonn, observait la transmission des traits dans les petits pois, leur taille, leur couleur. Il fonde l'hérédité moderne. En 1953, la double hélice est révélée, l'ADN devient l'infrastructure du vivant. Il y a plus de 20 ans, le premier génome humain est séquencé, une odyssée de 13 ans pour un coût de 3 milliards de dollars, et puis tout est allé très vite. Cette prouesse est devenue une analyse de routine, quelques heures pour un coût d'une centaine d'euros. Le progrès scientifique n'a pas seulement avancé, il a changé d'échelle. Grâce aux technologies dites long-read, nous lisons désormais les régions du génome qui étaient invisibles, les séquences instables, répétitives, structurelles. Celles qui expliquent certaines formes de cancer, les maladies neurodégénératives, les cardiopathies rares ou encore des maladies métaboliques dont nous ne comprenons pas l'origine. Le prix de cette connaissance est une chute d'un facteur astronomique. C'est comme si le coût d'un Airbus A380 était passé à celui d'un vélo. Mais plus étonnant encore, nous avons franchi une nouvelle frontière encore plus complexe. Nous avons commencé à lire non seulement l'ADN, mais la façon dont il est interprété. Nous sommes entrés dans l'ère de l'épigénétique. Des études sur des jumeaux monozygotes ont montré comment, avec le temps, leurs profils épigénétiques divergent, expliquant pourquoi l'un peut développer une maladie et l'autre pas, malgré un génome initialement similaire. Comprendre ce langage, c'est ouvrir la porte à une nouvelle forme de médecine, une médecine préventive et personnalisée. L'ADN n'est plus un destin, c'est un texte annoté par l'environnement. Une même séquence peut être silencieuse ou active, protectrice ou délétère, selon notre alimentation, nos expositions aux microbes ou aux toxines, notre microbiote ou même certains stress biologiques ou sociaux. Ce n'est pas la nature contre la culture, c'est la nature écrite par la culture. Une médecine qui lit ce langage et qui apprend à le modifier change tout. Elle n'essaye plus de réparer un organe isolé, mais d'agir sur des trajectoires biologiques. Elle ne soigne plus seulement des symptômes, elle prévient des devenirs. Cette accélération a un corollaire. Le coût de la science de pointe est de plus en plus élevé. Un séquenceur de dernière génération, un microscope à super résolution, une plateforme de bioinformatique, un storage qui n'est plus au niveau de gigabytes mais plus de pétabytes, des équipements représentent des investissements colossaux. Mais ce coût, c'est aussi celui du progrès. La médecine n'est plus spectatrice de la biologie, elle la manipule, la corrige, l'orchestre. Les inhibiteurs de pointe de contrôle immunitaire ont multiplié par 5 en 10 ans la survie de certains cancers métastatiques. Les CAR T-cells ont sauvé des enfants,
qui n'avaient plus d'issue thérapeutique. La thérapie génique rend la vue, corrige des déficits immunitaires, traite l'hémophilie. Demain, elle pourrait régénérer des neurones ou restaurer un pancréas. Et ce qui est encore plus décisif, c'est que ces ruptures ne viennent pas d'un laboratoire isolé. Elles naissent là où l'intelligence scientifique rencontre l'intelligence clinique. Le point commun de toutes ces révolutions, elles naissent dans les lieux où l'on accepte de faire dialoguer des disciplines qui ne se parlaient pas, où l'ingénieur travaille avec un pédiatre, où l'immunologiste discute avec un mathématicien, où l'on transforme l'hôpital en laboratoire vivant. Aux États-Unis, ce modèle de grands Comprehensive Cancer Centers comme le MD Anderson ou des instituts de recherche médicale comme le Broad Institute, financés par l'excellence et la capacité à innover, a prouvé sa puissance. La France n'est pas en reste grâce à la création des centres de lutte contre le cancer par le général de Gaulle le 1er octobre 1945, puis par la création des centres hospitaliers universitaires dans le cadre de l'ordonnance de Bray du 30 décembre 1958 qui nous réunissent aujourd'hui. Le triptyque enseignement, recherche et soins a été complété en 2011 lors de la création des instituts hospitalo-universitaires par une 4e mission de valorisation et de transfert de technologie. Imagine et l'ICM, 2 instituts hospitalo-universitaires, montrent qu'un IHU réussit lorsqu'il associe des institutions publiques et des fondations de droit privé, leur donnant la capacité à innover vite, à créer, à être flexible et ainsi à avoir un effet levier majeur. Ne jugeons pas ces succès à travers des échecs d'autres modèles. Cette configuration est la condition même de leur succès. Aucun système n'engendre que des victoires. Au cœur de cet écosystème d'innovation se trouve un pilier que les crises et les coupes budgétaires ne doivent pas ébranler, l'hôpital public. Car lorsque le système atteint ses limites, lorsque les complications surviennent dans des structures privées, c'est vers l'hôpital public que les patients se tournent. Lorsqu'une complication grave survient dans une clinique, c'est l'hôpital public qui prend en charge. Lorsqu'il faut greffer un organe, sauver un polytraumatisé, prendre en charge un grand brûlé, accompagner une naissance très prématurée ou tenter une thérapie expérimentale, c'est l'hôpital public. C'est aussi entre ces murs que se mène l'essentiel de la recherche académique qui nourrit les innovations de demain. Le CHU est le centre et le dernier recours sanitaire, mais les CHU et les IHU sont aussi le premier moteur de l'innovation médicale. Ce qui s'invente dans nos CHU et IHU irrigue à terme tout le pays jusqu'au cabinet de ville. Voilà pourquoi les CHU et les IHU ne sont pas simplement des hôpitaux, ce sont les lieux où la science devient soin et où le soin inspire la science. Fragiliser nos IHU, ce serait fragiliser la France dans ce qu'elle a de plus essentiel, sa capacité à inventer l'avenir de la médecine et à le rendre accessible à tous. L'hôpital public, c'est notre souveraineté. Il faut le dire clairement. Investir dans les IHU et les CHU n'est pas un coût. C'est une condition de souveraineté scientifique et sanitaire, car plus de 90% des médicaments innovants sont issus des découvertes académiques. C'est pourquoi le partenariat entre secteur public et secteur privé doit être repensé et ne doit plus reposer sur un modèle où l'hôpital produit la découverte et où l'industrie en capte la valeur. Il faut penser à un modèle vertueux où la valeur créée est aussi réinvestie dans les CHU, non pas pour taxer, mais pour reconnaître, non pas pour punir, mais pour bâtir ensemble, non pas pour opposer, mais pour co-investir dans les sources d'où naît l'innovation. Pour cela, nous devons changer notre vision de financement et du risque. La recherche de rupture ne rentre pas dans une case budgétaire. Elle ne se planifie pas avec certitude. Elle ne s'ajuste pas par un Excel.
Elle exige de l'audace, de la confiance et la possibilité d'échouer pour mieux comprendre. Nous devons nous battre pour l'excellence et pour cela, nous devons accepter la part du risque qu'elle induit. Nous devons accepter d'investir dans des projets risqués, dans des talents émergents, dans des technologies immatures mais prometteuses, non pas en pensant à ce que cela coûte, mais en pensant à ce que cela rapporte à la nation, en savoir, en santé, en compétitivité. Le prix Nobel d'économie, Philippe Hayon, nous en a averti. La puissance d'une nation dépend désormais de sa capacité à produire des ruptures technologiques, à investir dans la science. Les derniers chiffres sont sans appel. Pendant que la France stagne, nos partenaires et concurrents accélèrent. Notre pays consacre maintenant moins de 2,2% de son PIB à la recherche. L'Allemagne dépasse les 3%, la Suède les 3,7%. Cet écart représente plus de 28 milliards d'euros par an. Ce n'est pas une différence comptable, c'est un décalage stratégique. Si nous voulons être souverains en 2040, nous devons sortir de la logique du rationnement et entrer dans une logique de prioritisation et d'investissement. Sans investissement, pas de croissance et au long cours, un plus grand déficit budgétaire. La science ne peut pas être une variable d'ajustement, elle doit être notre premier investissement. La science a besoin de flexibilité, de confiance dans les chercheurs, dans les institutions comme les universités et de l'audace. Il faut oser financer des projets ambitieux, oser prendre des risques, oser l'échec, car c'est ainsi que naissent non seulement les plus grandes découvertes, mais aussi notre capacité à assurer notre souveraineté et la paix, comme nous l'a enseigné l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'investissement financier ne suffit pas. Nous devons aussi investir dans les talents. Et la France en a beaucoup. Notre histoire depuis le siècle des Lumières jusqu'aux très nombreux prix Nobel qui ont jalonné le XXe siècle nous le prouve. Nous avons la matière grise, la créativité, la passion et l'écosystème. Construire 2040 exige que nous formions aujourd'hui ceux qui la rendront possible. Il faut former une médecine qui comprend l'intelligence artificielle, des ingénieurs qui comprennent la physiologie, des mathématiciens qui comprennent la clinique, des biologistes qui comprennent les enjeux sociétaux. Il ne s'agit plus seulement de former des experts dans une discipline, mais des experts capables de dialoguer par-delà les frontières, de décloisonner les pratiques professionnelles. Il faut plus non seulement former des experts, mais aussi des traducteurs, des personnes capables de penser à cheval entre plusieurs mondes. Nous devons aussi penser la transmission de ce savoir. Il faut renforcer le continuum depuis l'université et l'hôpital jusqu'aux équipes de recherche et de soins les plus avancées. Cela passe par la mise en place de stepping stones, de tremplins qui permettent d'accompagner nos jeunes talents. Cela implique des programmes ambitieux, de nouveaux cursus médecine-sciences, des alliances entre écoles d'ingénieurs et universités hospitalo-universitaires, des formations croisées, du mentorat institutionnel, de véritables tremplins de carrière et la capacité à attirer, à fidéliser et à protéger nos talents. Les postes hospitalo-universitaires sont au cours de cette mission. Nous devons les financer, les valoriser, les sécuriser. Je répète, financer, valoriser, sécuriser. Sinon, les meilleurs rejoindront le privé et avec eux une partie de notre souveraineté. La transmission du savoir, c'est aussi la responsabilité des plus expérimentés de devenir des mentors. Le mentorat n'est pas un vain mot, c'est un engagement à guider, à ouvrir son réseau, à soutenir dans les moments de doute, à faire confiance à la nouvelle génération. C'est ce qui fait la force des grandes institutions académiques dans le monde. Enfin, nous devons transformer notre rapport aux données. La médecine de demain ne sera pas seulement biologique, elle sera computationnelle. Les multi-omics, l'imagerie, la génétique, les phénotypes, les dossiers textuels, les données de ville,
Les cohortes hospitalières doivent être intégrées, interprétées, reliées. Des initiatives comme le Health Data Club national sont essentielles pour positionner la France comme un acteur majeur en Europe, à l'heure où nos universités travaillent à la création d'un espace européen de données de santé. L'interprétation se fait au lit du malade, là où une équipe médicale voit ce que l'ordinateur ne peut pas deviner, l'atypique, l'exception, le signal faible. C'est pour cela que nous devons aussi préserver la capacité des équipes locales à mener leurs propres recherches. Le développement de technologies complexes, comme les approches multi-omics, et la nécessité de les intégrer avec les données cliniques nécessitent le développement de méthodologies d'analyse qui ne peuvent se faire que dans la proximité entre le laboratoire, service de soins, plateforme technologique et le patient. Cet accès doit être sécurisé, mais doit être fluide, protégé, mais accessible. Un excès de rigidité ne protège pas la vie privée, il étouffe notre compréhension médicale. Un accès trop rigide ne défend pas les patients. Il leur fait perdre la chance d'un diagnostic, d'un traitement. Nous avons un devoir d'utilisation des données et non pas seulement de protection des données. Pour libérer la valeur des données, il faut une gouvernance éclairée européenne, mais aussi localisée pour garantir l'expertise au point de soin. L'excellence doit être partagée sur tout le territoire. Il ne peut y avoir une France médicale à deux vitesses. Si l'innovation reste cantonnée aux grandes métropoles, alors l'égalité d'accès disparaît, avec elle l'essence même de la médecine publique. Comment une personne vivant loin d'une grande métropole peut-elle avoir accès aux traitements les plus innovants? Se pose ici la question fondamentale de la lutte contre les déserts médicaux et l'accès aux soins de santé primaires, secondaires et tertiaires pour éviter toute perte de chance de diagnostic, de traitement et de survie. La réponse passe là aussi par l'éducation et la transmission. En formant des professionnels partout en France, en créant des réseaux de soins et d'expertise, en utilisant de nouvelles technologies pour partager la connaissance, nous pouvons diffuser l'innovation. À l'Institut Imagine, nous sommes profondément engagés dans cette voie. Des projets comme la plateforme d'intelligence artificielle Heidi, développée par les professeurs Hossein Kansari et par Nicolas Garcelon, vise à analyser l'ensemble des données phénotypiques textuelles et d'imagerie d'un dossier patient pour orienter le médecin dans le diagnostic, dans celui parfois complexe d'une maladie rare. Grâce à une énorme librairie de photographies, grâce à la capacité, grâce à l'IA, d'analyser ces photographies, on peut aider le diagnostic génétique et grâce à des applications, on peut donner cette connaissance à l'ensemble des médecins en France et les associer à des centres de référence, transformant ainsi la prise en charge des maladies rares. Notre mission sur les maladies génétiques par nature rares et dispersées nous pousse à travailler en réseau. Les plans nationaux maladies rares ont permis de structurer un maillage unique au monde avec des centres de référence et des centres de compétences sur tout le territoire. Imagine est une pièce de ce puzzle et nous travaillons main dans la main avec l'ensemble des acteurs, INSERM, Université Paris-Cité, Assistance publique, Hôpitaux de Paris, Institut Curie, Institut Pasteur et autres, pour garantir un accès équitable au diagnostic génomique et aux thérapies innovantes. L'excellence, quand elle est partagée, ne divise pas, elle se multiplie. Pour 2040, il nous faut oser une ambition nouvelle, l'excellence collective. Cette ambition ne repose ni sur la compétition interne, ni sur la fragmentation régionale. Elle repose sur une coopération puissante, structurée, durable entre les CHU, IHU, universités, industries, l'État, les territoires, les plateformes de données, les communautés de patients. Nous devons inventer ensemble une biobanque nationale des pathologies, à l'image de l'UK Biobank, qui a transformé la recherche mondiale en donnant accès aux données de 500 000 volontaires sains. La France pourrait initier une grande biobanque nationale de pathologie. Un projet ambitieux, certes, mais qui demanderait un effort de tous, mais qui créerait un patrimoine inestimable pour la recherche de demain.
des plateformes technologiques mutualisées accessibles à l'échelle nationale, un modèle vertueux de co-investissement public-privé. Repensons collectivement notre relation avec le secteur privé et les territoires et osons réinventer des modèles de financement qui soutiennent notre écosystème de santé. Nous connaissons les limites de financement public. Pourquoi ne pas imaginer un partenariat renouvelé et vertueux avec les grandes entreprises et l'industrie? Je pense notamment à un mécanisme innovant inspiré de l'économie solidaire, mais adapté à notre échelle, qui permettrait de flécher une partie de leurs bénéfices vers le financement de postes clés, comme ceux de PUPH. Au lieu d'avoir ces postes PUPH, au final, bénéficier à tous des parcours intégrés de formation, de l'hôpital de proximité à l'Institut de recherche, une gouvernance de données qui libère l'innovation au point de soin. Cela représente acceptons de construire ensemble, de partager au lieu de protéger, d'oser au lieu de restreindre, d'investir pour servir et non pour se rassurer. Et dans cette transformation, chaque partie prenante a une responsabilité, mais aucune ne peut réussir seule. La médecine de demain ne se gagnera pas par la compétition, mais par l'excellence collective. Sénèque écrivait « Nous ne monterons ensemble ou nous ne monterons pas ». Alors oui, osons investir, partager, former, osons protéger l'hôpital public, communiquons sur l'excellence de cet hôpital public, osons inventer les modèles qui rendront la science durable, osons l'excellence collective, parce que l'ambition 2040 n'est pas un enjeu de stratégie, c'est un enjeu de souveraineté, de solidarité et d'humanité. Merci.